les citoyennes et les citoyens devant la justice militaire. Cette première conférence, que j'ai le plaisir de co-animer avec Maître Nicolas Bloch, est une immersion dans le système pénal militaire. Alors, vous découvrirez les spécificités de la justice militaire et leur impact pratique pour ces citoyens et citoyennes qui sont renvoyés devant les instances militaires. Au terme de notre conférence, nous aurons le privilège d'accueillir une ponte de la défense pénale, Maître Antonella Cereghetti, pour son interview « Le regard de l'avocate ». Bon webinaire à toutes et à tous. Alors, en principe, tout ce qui touche au domaine militaire intéresse la presse et nourrit le débat public. Il n'est donc pas rare que des affaires militaires fassent les gros titres. En voici quelques exemples. Ces affaires n'impliquent pas seulement des militaires en service et soulèvent de nombreuses interrogations qui se rapportent, par exemple, au déroulement des procédures pénales militaires et aux droits des parties devant ces instances judiciaires spécifiques. Alors évidemment, expliquer l'étendue du système judiciaire militaire en moins d'une heure est un réel défi. Nous avons ainsi sélectionné 10 questions dont nous estimons que les réponses que nous allons apporter devraient être connues par toutes et tous, que ce soit pour briser des tabous ou de faux ressentis à l'égard de la justice militaire, ou simplement pour informer le public sur l'un des piliers du système judiciaire suisse. Avant de nous plonger dans la matière, nous vous donnons encore connaissance de quelques références aux lois militaires qui seront citées dans nos slides. Et puis, nous vous précisons encore que pour cette première conférence, dont la plus longue, le temps à notre disposition pour répondre à l'une ou l'autre question n'est pas garanti. Alors, pour ne pas faire attendre notre invité du jour et respecter l'horaire, vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat, donc le forum de discussion, ou vous pourrez le faire par email et nous publierons une sélection de réponses sur notre site Internet. Alors, plongeons-nous dans la matière avec la première question. La loi martiale est-elle une loi élaborée pour la guerre? Alors non, certes, les lois militaires s'appliquent en cas de guerre ou de mobilisation, mais elles sont désormais dictées pour régler de nombreuses situations qui se déroulent en temps de paix. Les titres de presse que nous avons lus précédemment en sont quelques exemples parmi d'autres. Pour comprendre la mue de la législation militaire, d'un droit dédié à la guerre, au champ de bataille, à un droit édicté pour la paix, il faut remonter jusqu'au début du XXe siècle. Or, durant la Première Guerre mondiale, plus de 200 000 militaires ont été mobilisés pour défendre la souveraineté territoriale de la Suisse. Certains ont déserté, d'autres ont commis des infractions durant le service militaire, d'autres infractions ont aussi été commises par des civils. Les procédures qui ont été menées à l'encontre des militaires et de ces civils ont fait comprendre aux législateurs que le code pénal militaire qui était en vigueur, celui de 1851, qui était une loi édictée pour la guerre, n'était plus adapté à des situations dans lesquelles la Suisse est neutre, notamment parce que les peines qu'il prévoyait étaient beaucoup trop sévères. Donc, le Code pénal militaire de 1927, qui est toujours en vigueur, va marquer un tournant dans l'élaboration du droit pénal militaire, puisqu'il s'agit de la première loi entièrement pensée pour le temps de paix. Comme il s'agit d'une loi martiale, évidemment, les peines peuvent être aggravées en temps de guerre et le Code prévoit diverses infractions qui ne peuvent être commises qu'en cas de conflit armé impliquant la Suisse ou de danger de guerre. Depuis 1927, toutes les lois militaires sont élaborées dans cet esprit. Sur le diagramme, vous voyez apparaissent en violet les lois qui sont actuellement en vigueur. Deuxième question. La justice militaire est-elle indépendante de l'armée suisse? Alors oui, même si traditionnellement la justice militaire était la justice des armées, cantonale puis confédérale, rendue par des officiers qui étaient intégrés aux troupes, elle est désormais une troupe de militaires spécialisés indépendante de la hiérarchie militaire.
Si nous reprenons notre schéma temporel, nous nous apercevons qu'en matière d'organisation judiciaire, le Code pénal militaire de 1837, donc qui est entré en vigueur en 1838, a instauré un état-major judiciaire dirigé par l'auditeur en chef, qui est le chef de la justice militaire. Et ce Code pénal de 1837 constitue l'acte fondateur de la justice militaire moderne. Et depuis 1838, donc d'acte d'entrée en vigueur de cette loi, la justice militaire n'a fait que, en 1838, la justice militaire va donc enclencher son processus d'émancipation, on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, l'office de l'auditeur en chef, qui est le bureau du chef de la justice militaire, est une unité indépendante à tout point de vue, aussi bien par rapport à la direction du département, à l'administration et au commandement de l'armée. Alors, cela ne signifie pas que les membres de la justice militaire peuvent ignorer la réglementation militaire pour tout ce qui touche à leur statut de militaire. Toutefois, ils exercent pleinement leurs fonctions judiciaires dans le cadre fixé par la procédure pénale militaire et ses deux ordonnances complémentaires. On peut ajouter encore que la justice militaire n'est plus dans l'organigramme de l'armée et n'est donc pas ce qu'on appelle un domaine de l'armée, comme l'infanterie, le génie, le renseignement ou la cyberdéfense, pour ne citer que ces exemples. Ainsi, l'indépendance des autorités de poursuite pénale et des tribunaux militaires est garantie par la loi, tant au niveau organisationnel que fonctionnel, conformément aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et notre Constitution fédérale. Troisième question, la justice militaire est-elle une justice secrète? Alors, encore une fois, non, la justice militaire n'est pas une justice secrète et les autorités militaires appliquent des règles similaires à celles qui sont appliquées par les autorités pénales ordinaires. Par exemple, les débats devant les tribunaux militaires et tribunaux militaires d'appel, qui sont les deux premières instances juridictionnelles, sont publics, même si, bien évidemment, les délibérations demeurent secrètes. Contrairement au régime pénal ordinaire, les prononcés des jugements militaires doivent toujours avoir lieu en séance publique, de sorte que les tribunaux militaires n'ont pas la possibilité de publier une décision, respectivement un jugement, sous une autre forme appropriée. La loi militaire prévoit aussi des exceptions à la publicité des débats. On parle alors d'audience à huis clos, notamment pour des questions de protection de l'État ou de défense du pays. On pense notamment au secret défense, mais aussi pour protéger certaines parties à la procédure. On soulèvera en particulier que la loi militaire oblige les tribunaux militaires à siéger à huis clos si une victime d'infraction sexuelle le demande, ce qui n'est pas le cas pour les tribunaux ordinaires qui jouissent d'une certaine liberté d'appréciation. Les affaires militaires qui concernent... Alors pourquoi? Parce que les affaires militaires qui concernent des faits particuliers sont très vite médiatisées. Et puis les victimes, ces victimes d'infractions sexuelles, doivent bénéficier d'une protection, d'une meilleure protection lorsqu'elles sont renvoyées devant les tribunaux militaires. On soulèvera encore que d'autres articles règlent l'information du public et la communication aux autorités, ainsi que la protection des secrets. Alors, par exemple, on a pris ici une série d'exemples. La loi garantit évidemment le secret de l'instruction. Les autorités militaires et ordinaires peuvent communiquer entre elles. Des informations anonymisées peuvent être communiquées à la troupe pour des motifs de prévention des accidents ou d'autres motifs. Alors, par exemple, s'il apparaît au cours d'une enquête que des armes, des munitions ou des explosifs, des véhicules sont défectueux ou que leur mode d'utilisation n'est pas ou n'est plus adéquat. Enfin, on peut encore dire que les décisions et les jugements peuvent être consultés par des tiers pour autant qu'il existe un intérêt. Par exemple, dans le cadre de l'organisation de ces 3 webinaires sur la justice militaire, nous avons déposé une demande à l'Office de l'auditeur en chef pour obtenir les copies anonymisées de certaines décisions.
et celles-ci nous ont été aimablement remises. Question numéro 4. Les militaires jouissent-ils d'une immunité? Alors non, le fait d'être un militaire ou d'accomplir son service militaire n'offre aucune immunité de poursuite pénale. Cela veut dire que les militaires peuvent être poursuivis pour des actes commis durant ou en dehors du service militaire. En revanche, pour garantir la bonne marche du service, en particulier en cas de mobilisation ou de guerre, la loi militaire impose aux autorités civiles, donc aux autorités pénales ordinaires, de requérir préalablement du département, par la voie de l'auditeur en chef, l'autorisation d'ouvrir ou de poursuivre une procédure pénale lorsqu'une personne est au service militaire. Encore une fois, cela ne signifie pas qu'un militaire en service ne peut pas être poursuivi pénalement, mais qu'il ne peut l'être immédiatement qu'avec l'autorisation du chef de la justice militaire ou qu'il pourra l'être sans autorisation dès la fin de son service militaire. Alors, en pratique, il faut relever qu'il existe un intérêt certain à ce que les autorités pénales ordinaires soient autorisées à instruire immédiatement. En effet, et nous le verrons lors de notre prochain webinaire avec l'interview d'un responsable du service spécialisé pour les contrôles de sécurité des personnes, l'inscription de poursuites pénales ou d'une condamnation au casier judiciaire peut avoir des répercussions sur l'accomplissement du service militaire. Par exemple, l'autorité compétente peut renoncer à incorporer une personne dans l'armée suisse ou le faire moyennant des restrictions, par exemple en l'interdisant d'exercer certaines fonctions ou d'être armé. Notons encore, et c'est important, qu'en tout temps, les autorités civiles et militaires sont tenues réciproquement au devoir d'information lorsqu'elles interviennent dans un environnement qui ne relève pas directement de leur juridiction. Alors, entrons dans le cœur du sujet. Finalement, qui sont ces citoyens et ces citoyennes qui sont renvoyés devant la justice militaire? Alors, il existe de multiples hypothèses réglées par la loi militaire. Nous nous limiterons ici aux situations les plus probables, à savoir celles qui occupent généralement les tribunaux militaires. Tout d'abord, il faut relever que la soumission d'un individu au droit pénal militaire, respectivement à la juridiction militaire, n'est pas la règle, mais reste l'exception. Cette exception repose essentiellement sur deux critères que nous allons aborder dans les slides suivantes, le principe de la personnalité et la nature des infractions commises. La loi pénale militaire s'applique prioritairement aux militaires en service et aux personnes incorporées qui violent leurs devoirs hors du service. En temps de paix, certaines catégories de personnes civiles, suisses ou étrangères, sont aussi soumises au droit pénal militaire en raison de la fonction qu'elles exercent ou de leur lien étroit avec l'institution militaire. C'est également le cas si elles ont participé à une infraction qui touche à un intérêt militaire, par exemple le bon déroulement du service militaire, la défense nationale, la protection de l'État ou l'intégrité de l'armée. Alors, pour donner un exemple, les citoyennes et citoyens suisses qui accomplissent du service militaire étranger sont poursuivis par la justice militaire, comme nous l'aborderons lors du prochain webinaire. Il en va de même des journalistes qui violent un secret militaire en dévoilant, par exemple, les positions d'infrastructures de défense ou qui publient des documents classifiés. En situation de danger de guerre, à savoir de service actif, les compétences de la juridiction militaire s'étendent progressivement à d'autres civils et d'autres militaires étrangers pour certaines infractions. En cas de déclaration de guerre, le champ d'application de la loi martiale est donc le plus étendu. On dit communément que la loi martiale est instaurée. On s'aperçoit donc que toutes les citoyennes et tous les citoyens suisses
sont déjà soumis au droit pénal militaire, respectivement à la juridiction militaire, et peuvent donc être poursuivis et jugés par les autorités pénales militaires. Si l'on considère que toutes les personnes de nationalité suisse, indépendamment de leur sexe, peuvent être mobilisées en cas de danger de guerre à nos frontières ou de guerre, nous pouvons toutes et tous, hypothétiquement, être soumis d'abord au droit pénal militaire. Pour notre bonne compréhension, on notera au passage que la mobilisation aux frontières, à savoir le service actif, doit être distinguée des services d'appui aux autorités civiles, comme ce fut le cas durant la pandémie. Nous aborderons d'ailleurs cette thématique lors du troisième webinaire. Et l'application des autres lois. Alors, la soumission d'une personne au droit pénal militaire ne la soustrait pas aux autres lois pénales. Par exemple, un militaire peut commettre des infractions qui ne sont pas contenues dans le code pénal. Ces infractions peuvent être décrites, par exemple, dans des lois qui règlent un domaine spécifique ou dans le code pénal. On notera que pour les contraventions à la loi sur les stupéfiants, par exemple fumer un joint durant le service, ou les infractions routières en rapport avec le service militaire, par exemple un excès de vitesse lors d'un exercice militaire, il faut toujours s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un cas dont la poursuite et le jugement est réservé aux autorités militaires. Alors, que se passe-t-il si plusieurs infractions sont commises? Alors, il peut arriver que des personnes commettent plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres relèvent des tribunaux ordinaires. Dans cette hypothèse, la loi autorise l'auditeur en chef, sur délégation du Conseil fédéral, à déférer le jugement de toutes les infractions, soit à la juridiction militaire, soit à la juridiction pénale ordinaire. Il est aussi possible que deux procédures parallèles, militaires et ordinaires, soient ouvertes si les faits, par exemple, sont sans aucun rapport les uns avec les autres. Alors, si la loi ne dit pas mot sur les motifs qui fondent une telle décision, plusieurs critères devraient être considérés à notre sens. Par exemple, la nature de l'infraction principale, civile ou militaire, la gravité de chaque infraction, l'infraction civile ou à la loi civile ou à la loi militaire, la valeur des intérêts touchés, l'intensité de chaque atteinte ou le statut, évidemment, des participants. On relèvera encore deux réserves. La première, certaines infractions sont réservées à la juridiction pénale ordinaire en raison de l'intérêt civil hautement prépondérant qu'elle protège ou parce que la poursuite et le jugement de ces actes doivent être soumis à une autorité pénale ordinaire spécialisée. Tel est le cas, par exemple, des délits sexuels sur mineurs, des délits contre la famille, de la fabrication de fausses monnaies, et puis de la poursuite et du jugement des mineurs qui peuvent aussi être soumis au droit pénal militaire. On pense notamment aux mineurs qui s'engageraient, aux voyageurs du djihad mineurs, donc ces mineurs qui rejoignent par exemple la Syrie pour accomplir du service militaire étranger. Alors, si on résume ce qui vient d'être dit, qui sont ces prévenus finalement ou ces accusés devant les tribunaux militaires? Alors, on aura des militaires en service ou des professionnels militaires, qu'ils aient agi en Suisse ou à l'étranger, ça c'est égal, la loi s'applique autant en Suisse qu'à l'étranger, en tout cas la loi pénale militaire. On aura des personnes civiles qui sont astreintes au service militaire. On pense notamment aux conscrits qui sont convoqués au recrutement, aux recrues qui sont convoqués à l'école de recrues et à toutes les autres personnes incorporées dans l'armée et qui sont convoquées à un service militaire. Ils peuvent également, ces personnes civiles, être soumises à la juridiction
militaires, on l'a dit, en rapport à leurs obligations militaires, leur devoir d'annonce, par exemple changement d'adresse, ou bien le fait de garder son équipement, en particulier son arme, en milieu sécurisé. On a aussi des employés de l'armée, des membres du corps des gardes frontières, des citoyens suisses ou des personnes civiles de nationalité étrangère, et enfin des militaires étrangers. Alors, comment règle-t-on la compétence de la justice militaire lorsque plusieurs personnes sont concernées? Alors, si tous les acteurs sont soumis au droit pénal militaire, il n'y a en soi pas de problème en particulier puisque tous seront poursuivis et jugés par les instances pénales militaires. Alors, deux exemples. Le responsable d'un magasin de munitions ouvre la porte pour qu'un camarade vole des grenades, ou un militaire demande à un responsable du magasin matériel, cette fois-ci, de lui fournir une veste Gore-Tex. Donc, dans les deux cas, tant le complice que celui qui a instigé, qui a poussé le militaire à commettre le vol, vont être jugés par les instances pénales militaires. La problématique se complique et est un peu différente lorsque certains acteurs ne sont pas soumis au droit pénal militaire. Alors, la règle est que les acteurs civils sont jugés en principe donc par les autorités pénales ordinaires. Exceptionnellement, ils peuvent être jugés par les autorités militaires s'ils ont agi de concert avec au moins une personne soumise au droit pénal militaire, et en plus, il doit s'agir soit d'une infraction militaire, soit d'une infraction contre la défense nationale. Alors, vous avez deux exemples qui sont mentionnés sur la slide. Le médecin qui établit un certificat de complaisance pour qu'une personne convoquée au service militaire en soit dispensée, ou bien l'associé ou un employé qui va pousser la personne convoquée à ne pas entrer au service militaire. Alors, peut-il y avoir d'autres participants? Or, en soi, de nombreux intervenants qui peuvent avoir un statut de civil ou de militaire peuvent intervenir ou participer activement à une procédure pénale militaire. Alors ici, vous en avez la liste qui démontre qu'il est essentiel de connaître les règles qui gouvernent la procédure pénale militaire. On a le commandant, on le verra, qui peut être le dénonciateur, donc celui qui va pouvoir ordonner une enquête. Le plaignant, ou le civil qui dépose plainte, les personnes lésées, qui peuvent être militaires ou civiles. Donc, un militaire blesse une personne civile ou un militaire blesse un civil. Tous les tiers, civils et militaires, qui pourront être entendus ou qui vont participer d'une manière ou d'une autre à la procédure pénale militaire. Les experts judiciaires, évidemment, ou privés, qui peuvent encore une fois avoir un statut de civil ou militaire, les autorités pénales militaires et la police militaire, et enfin les autorités pénales ordinaires de la police au ministère public en passant par les tribunaux. Comment est organisée la justice militaire? Alors, le système militaire instaure des autorités de poursuite pénale et des tribunaux permanents, itinérants et essentiellement composés de miliciens. Le commandant n'a aucune compétence judiciaire, à l'exception du pouvoir d'ordonner les enquêtes pour les faits qui sont survenus durant le service militaire et du pouvoir disciplinaire, comme vous le présentera mon collègue, maître Nicolas Bloch. Le système pénal militaire distingue les rôles du juge de l'instruction, de l'accusateur public, ici l'auditeur, ce qui n'est plus le cas au sein du système pénal ordinaire depuis 2011. Certains cantons connaissaient cette même organisation judiciaire, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque depuis 2011, le ministère public exerce ces deux rôles à divers stades de la procédure. Donc, il instruit et s'il renvoie devant le tribunal, il va prendre la casquette d'accusateur public.
Les membres des régions du juge d'instruction et d'auditeurs sont des membres de la justice militaire, donc ils sont incorporés dans la justice militaire. Le juge d'instruction mène les enquêtes judiciaires à charge et à décharge de manière indépendante et autonome. En procédure pénale militaire, il n'y a pas d'investigation policière à proprement parler, donc une enquête qui serait menée de manière autonome par les organes de police, puisque cela s'explique notamment par le fait que la police militaire, en particulier, est aussi un organe de l'armée. Le juge d'instruction est donc responsable de chaque phase de l'enquête. Il doit ordonner toutes les mesures d'investigation, mais il peut évidemment en déléguer l'exécution à la police civile, mais également à la police militaire. On a donc cette omniprésence du juge d'instruction durant l'enquête. Le juge d'instruction ordonne également les mesures de contrainte. Parfois, on le verra avec l'accord et sous la surveillance d'une autre autorité. En revanche, contrairement au système pénal ordinaire, donc le magistrat ne peut pas saisir d'une affaire. Donc, même si des faits lui sont dénoncés, il ne peut pas décider de manière autonome d'ouvrir une enquête pénale. Donc, c'est soit le commandant, soit l'auditeur en chef, on le verra, qui dispose de cette compétence. Il ne peut également pas refuser d'ouvrir une procédure, c'est-à-dire qu'il ne peut pas décider de manière indépendante de ne pas entrer en matière, comme pourrait le faire le ministère public, ou également il ne peut pas prononcer le classement de celle-ci s'il estime au cours de l'enquête que la procédure doit cesser immédiatement. Donc, une fois la procédure ouverte, soit c'est l'auditeur ou un tribunal qui va pouvoir pouvoir faire cesser cette procédure. L'auditeur est saisi de l'affaire par la transmission du dossier par le juge d'instruction. Donc, avant cette étape, il n'intervient pas à la procédure militaire. Il n'a d'ailleurs pas connaissance qu'une enquête est en cours. L'auditeur fonctionne comme les procureurs, soit comme juge unique, soit comme représentant de l'accusation au procès pénal. Donc, l'auditeur fonctionne comme juge unique lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu pour faire cesser la procédure ou une ordonnance de condamnation pour réprimer l'auteur d'une infraction. Ses compétences répressives sont 6 fois plus limitées que celles attribuées au procureur. Par exemple, il peut rendre une ordonnance de condamnation s'il prononce une peine pécuniaire jusqu'à 30 jours, contre 180 jours amende pour les ministères publics. S'il prononce une peine privative de liberté jusqu'à 30 jours, contre 6 mois pour le ministère public. Et puis, concernant les amendes, il peut rendre une ordonnance pénale jusqu'à 5 000 francs, alors que les ministères publics peuvent prononcer des ordonnances de condamnation jusqu'à 10 000 francs, voire parfois plus si la loi le prévoit. Donc, ces restrictions drastiques des compétences de l'auditeur provoquent le renvoi finalement au tribunal de nombreuses affaires de peu et de moyenne gravité, et ainsi prolonge un peu certaines procédures. En revanche, elle renforce la garantie pour le prévenu, mais aussi pour la partie plaignante, que l'affaire soit jugée par un collège de juges et non un juge unique. En cas de renvoi de l'affaire au tribunal, contrairement au ministère public, l'auditeur doit toujours soutenir personnellement l'accusation et sa participation au procès militaire en première instance et en appel est obligatoire, et ce, indépendamment de la peine qu'il entend requérir. Dans le système pénal ordinaire, le ministère public dispose d'une certaine marge de liberté et peut décider, dans certaines situations, de ne pas participer au procès. Ensuite, la loi n'accorde à l'auditeur aucune compétence pour ordonner une mesure de contrainte, même urgente, ou investiguer, par exemple, pour compléter le dossier. Il doit requérir toutes ces mesures. L'auditeur ne peut également pas négocier à la demande du prévenu, puisque le régime militaire ne connaît pas la procédure simplifiée du système pénal
ordinaire qui permet aux prévenus de négocier finalement des aveux contre une condamnation, contre une peine, lorsque le ministère public n'entend pas requérir une paix privative de liberté au-delà de 5 ans. Enfin, il ne peut pas tenter une conciliation. Cette compétence étant réservée au commandant et uniquement pour les infractions contre l'honneur. En droit pénal militaire, en principe, toutes les infractions, sauf les infractions contre l'honneur, sont poursuivies d'office. Donc, il n'est pas nécessaire de déposer une plainte. Toutes les affaires militaires peuvent être portées devant 3 instances, le tribunal militaire d'appel et le tribunal militaire de cassation. Pour les deux premiers niveaux juridictionnels, il existe un tribunal par région linguistique. Mais à l'instar du tribunal fédéral, il n'existe qu'une cour suprême militaire. Les cours militaires siègent à 5 juges, indépendamment de la gravité de l'affaire. Les présidents, les juges suppléants des 2 premières instances sont nommés par le Conseil fédéral, alors que les juges du tribunal militaire de cassation sont élus par l'Assemblée fédérale. Les compétences des tribunaux sont généralement similaires à celles qui sont dévolues aux instances ordinaires, avec quelques spécificités. Par exemple, le tribunal militaire, donc de première instance, qui juge les affaires en première instance, statue aussi sur les recours contre les ordonnances de non-lieu de l'auditeur, alors que dans le système pénal ordinaire, il appartient à l'autorité de recours de statuer sur les recours contre les ordonnances de classement du ministère public. Ensuite, les demandes de révision sont traitées par la Cour suprême et militaire et non pas par la juridiction d'appel, la 2e instance, comme c'est le cas dans le système pénal ordinaire. Ensuite, les tribunaux militaires de première instance et d'appel disposent également du pouvoir disciplinaire, de sorte qu'un individu peut être acquitté par le tribunal, mais sanctionné disciplinairement. Il s'agit de situations dans lesquelles l'infraction est trop légère pour être réprimée pénalement et aurait dû être sanctionnée disciplinairement, en principe, par la troupe. On peut encore ajouter que le tribunal militaire d'appel, qui est également compétent pour statuer en dernière instance sur les recours contre les décisions disciplinaires, siège cette fois-ci à 3 juges au lieu de 5, puisque les recours contre les décisions disciplinaires concernent finalement des infractions de peu de gravité. Alors enfin, une matière peut-être un peu plus technique, à l'instar du régime pénal ordinaire, un recours peut être déposé à l'encontre des décisions qui surviennent au cours d'une procédure. Par exemple, qui concernent des mesures d'enquête, la validité d'une preuve, des mesures de contrainte, la nomination d'un défenseur d'office ou l'octroi de l'assistance judiciaire, ou encore la restriction de certains droits à différents stades de la procédure. Contrairement au Code de procédure pénale suisse, la législation militaire n'instaure pas d'autorité de recours autonome et permanente. Dans le système militaire, les compétences de cette autorité de recours sont réparties entre l'auditeur en chef pour les actes qui vont concerner le juge d'instruction et les présidents des tribunaux des 3 instances, qui ne pourront évidemment plus intervenir dans l'affaire par la suite. La compétence dépend donc de l'autorité, dépend donc de la décision contestée, donc de qui a rendu la décision contestée et de son objet. À l'instar du régime pénal ordinaire, les mesures de contrainte les plus liberticides, donc qui vont le plus restreindre les droits fondamentaux de la personne à l'encontre de qui elles sont prononcées, comme la détention préventive ou les écoutes téléphoniques, doivent être ordonnées ou surveillées par une autorité indépendante de l'autorité d'instruction. Dans le système pénal ordinaire, le Code de procédure pénale instaure des tribunaux des mesures de contrainte.
dans le système pénal militaire, encore une fois, les compétences de cette autorité spécialisée, donc du tribunal des mesures de contrainte, sont réparties entre les présidents des tribunaux qui ne peuvent, encore une fois, évidemment, plus intervenir dans l'affaire par la suite s'ils interviennent comme juges des mesures de contrainte. Enfin, la fonction de l'auditeur en chef connaît finalement pas d'équivalent au civil, puisqu'il ne dispose pas, puisque le chef de la justice militaire ne dispose pas des compétences d'un procureur général. Il a une fonction que je qualifierais d'hybride, tantôt administrative, tantôt judiciaire, et change finalement de casquette aux différents stades de la procédure. Donc, historiquement, le chef de la justice militaire est le garant du bon déroulement des procédures et du respect du droit par les magistrats de la milice. Alors, si on regarde notre tableau, on voit par exemple plusieurs compétences qui ont déjà été abordées. Donc, tout au long de la procédure, c'est son office qui va surveiller la détention, donc le déroulement, les délais surtout lorsqu'une détention préventive, détention avant jugement a été ordonnée. Il est responsable de l'entraide judiciaire internationale. Il peut également, on le verra par la suite avec l'organigramme de la justice militaire, il peut aussi nommer des juges d'instruction, des auditeurs ou des greffiers ad hoc lorsque, par exemple, on a affaire à une affaire spécifique. Par exemple, on a une victime d'infraction sexuelle qui demande à être entendue par un magistrat ou un greffier qui soit de son sexe. Donc, durant les enquêtes, il intervient comme autorité de recours, notamment, on l'a dit, pour statuer sur les plaintes contre tous les actes du juge d'instruction. À la clôture de l'instruction, il a aussi la compétence de s'opposer aux ordonnances de condamnation, mais également de faire recours au tribunal contre les ordonnances de non-lieu qui sont rendues par les auditeurs. Il peut également se pourvoir en cassation contre les jugements par défaut, donc qui sont prononcés en l'absence du prévenu, mais par contre, il ne peut pas interjeter d'appel. Cela s'explique notamment par le fait que, comme il intervient comme autorité de recours et puis qu'il dispose également de certains droits pour recourir contre des décisions en première instance, à ce moment-là, il ne peut pas intervenir comme partie et faire appel. Et enfin, il peut aussi se pourvoir en cassation contre les jugements qui sont rendus par la juridiction d'appel. Alors, pour terminer avec l'organisation de la justice militaire, vous avez ici l'organigramme de la justice militaire qui est publié sur le site de l'Office de l'auditeur en chef. Et puis, comme vous voyez, il y a cette scission entre évidemment les tribunaux et puis les autorités de poursuite pénale. Peut-être intéressant aussi, on a parlé de cette possibilité de nommer des juges d'instruction et des auditeurs ad hoc. Donc, cela peut concerner aussi certains engagements à l'étranger ou les cas d'accidents aériens. Voilà, je vais passer la parole à Maître Nicolas Bloch pour la suite de la présentation. Voilà, bonjour à tous. C'est un plaisir de prendre la suite de la présentation. Pour l'instant, je n'arrive pas encore à partager l'écran pour vous montrer les prochains éléments. Là, si le professeur Godel peut me permettre le partage. Voilà, merci. Voilà, donc on va prendre la suite par rapport aux questions. Donc, comment se déroule une procédure
pénale militaire. Hein. Donc maintenant, c'est un petit peu de voir le déroulement de cette procédure. On vous a expliqué les participants, les différents intervenants qu'on peut retrouver au niveau organisationnel. Par rapport à la procédure elle-même, ici, ce qu'il faut voir, c'est que, à la grande différence du CPP, on a un fonctionnement totalement différent parce que le magistrat, le juge d'instruction, il ne peut pas se saisir lui-même hein, de débuter une enquête. Il ne peut pas se dire, ah voilà, j'ai appris un état de fait particulier, je débute. Non, il doit finalement recevoir un ordre d'un commandant militaire qui va lui dire, ici, il faut mener une enquête. Alors, pendant le service, c'est le commandant de la troupe hein, ou l'autorité militaire désignée. Et hors du service, ça sera l'auditeur en chef, donc le chef de la justice militaire. On a finalement deux types de procédures principales qu'on retrouve dans le cadre des enquêtes militaires, hein, donc des enquêtes pénales. On a l'enquête en complément de preuve et puis l'enquête ordinaire. Si on prend l'enquête en complément de preuve, tout d'abord, c'est une forme d'enquête préliminaire, si on peut dire. Hein. De manière très simplifiée, il y a une enquête en complément de preuve lorsqu'on a un auteur qui n'est pas encore connu, un état de fait qui doit être clarifié ou s'il y a des incertitudes qui vont peut-être entourer, par exemple, la compétence. Hein. Des fois, il y a des cas, vous l'avez vu, il y a pas mal de possibilités qui vont créer une compétence. Parfois, on peut se poser la question de savoir qui est compétent pour traiter un cas et puis une enquête en complément de preuve peut le clarifier. Hein, ça va être utile aussi si on doit finalement déterminer si on est en présence d'une personne qui, voilà, d'un cas de peu de gravité, qui serait disciplinaire dans le cadre de ses actions, ou bien si ça nécessite une enquête pénale. L'enquête ordinaire, quant à elle, c'est une enquête pénale au sens propre. Hein, donc, comme on se trouve dans une enquête qui serait menée par un procureur dans la juridiction civile, donc c'est une enquête qui figure au casier judiciaire. Hein, dans le cadre du casier judiciaire, on aura l'instruction qui va figurer ici pour les autorités, hein, quand il y a un prévenu qui est identifié. Et puis là, une fois que c'est fait, une fois qu'on a cette enquête ordinaire qui est ouverte, les parties ont des droits complets. Nous y reviendrons. Par rapport à ce qui touche à la clôture de l'enquête, hein, elle ne va pas se terminer de la même manière si on est en présence d'une enquête en complément de preuve ou bien d'une enquête ordinaire. Si on est dans une enquête en complément de preuve, le juge d'instruction hein, qui a été chargé de mener cette procédure, il doit rédiger un rapport à l'intention du commandant qui lui a ordonné d'enquêter. Hein, donc, il devra déterminer les faits clés qu'il retient dans la procédure et aussi faire une proposition concrète de la suite à donner à cette enquête préliminaire. Hein. Donc, est-ce qu'il n'y a rien, par exemple, aucune infraction pénale, puis on conseillera de classer, ou on dira, ah, mais les faits ne sont pas très graves, on propose une procédure disciplinaire, ou encore on va dire, voilà, on a des éléments graves contre une personne qui nécessite une enquête ordinaire, et on demandera à ce qu'un ordre d'enquête soit donné pour une enquête normale. Donc, il y a une certaine structure dans ces décisions-là, une certaine motivation qui est donnée par le juge d'instruction, alors qu'à l'inverse, quand on a une enquête ordinaire qui a été menée, le dossier est clos par une simple, entre guillemets, ordonnance du juge d'instruction qui remet tout le dossier à l'auditeur sans aucune forme de motivation. Hein. L'idée, c'est aussi de laisser quelque chose de totalement, un dossier complet à l'auditeur, mais sans aucune analyse juridique de la part du juge d'instruction. Dans ce cas-là, l'auditeur, quand il reçoit le dossier, il a plusieurs options. Il peut décider de classer la procédure s'il estime qu'il n'y a pas d'infraction. Il peut décider de condamner le prévenu, hein, s'il part du principe que les conditions sont réunies et que ça entre dans sa compétence, hein, vous l'avez vu, qui est limité aux 30 unités pénales, ou encore il peut décider de renvoyer le cas devant un tribunal militaire et soutenir l'accusation. Bien sûr, tout ça dans les hypothèses où le dossier est suffisamment complet pour être jugé. Si ce n'est pas le cas, il peut toujours renvoyer au juge d'instruction pour qu'il complète son dossier et son enquête. Par rapport au procès pénal en lui-même, hein, donc c'est très proche hein, de ce qui se fait devant les juridictions ordinaires. Il y a quelques nuances ou bien quelques spécificités qu'on va notamment retrouver dans le cadre de la défense
du prévenu, hein, donc qui a droit obligatoirement à un avocat lorsqu'il est devant un tribunal militaire. Hein. Donc, on n'est pas comme dans la procédure ordinaire civile où il faut remplir certaines conditions hein, pour une défense obligatoire ou bien encore une défense d'office si on n'a pas les moyens financiers d'avoir un avocat. En droit militaire, il y aura toujours un avocat qui devra être présent aux côtés du prévenu. Il y aura toujours l'auditeur qui va soutenir l'accusation. Il ne peut pas renoncer, comme dans la procédure civile, et être absent, hein, donc, comme le fait un procureur pour certaines infractions de plus faible importance. Et puis, ben voilà, si on veut contester la décision, on doit faire un appel dans les 5 jours, mais on n'a pas besoin d'expliquer les éléments qu'on conteste dans son appel. Le tribunal devra de toute façon motiver sa décision. On l'a vu, hein, il y a ces procédures ordinaires, enquête en complément de preuve et puis enquête ordinaire, ces procédures pénales maintenant. Il y a quand même une procédure disciplinaire, on vous l'a expliqué, hein, c'est la question suivante, de savoir comment elle se déroule. Hein, donc, la procédure disciplinaire, on doit la distinguer finalement dans son déroulement dans 2 hypothèses différentes, soit l'infraction est commise durant le service militaire, soit en dehors du service militaire. Finalement, durant le service militaire, ça sera, on est au sein de la troupe et puis il y a des fautes qui sont commises, donc soit une faute de discipline, quelqu'un ou quelqu'un qui commet une infraction qui est considérée comme étant de peu de gravité selon le code pénal militaire. Donc là, c'est une procédure qui est menée par le commandant de compagnie, j'y reviendrai, mais vous voyez ici à l'écran les différentes sanctions qui peuvent être prononcées, hein, ça va de la réprimande jusqu'à des arrêts de 5 voire 10 jours. En dehors du service militaire, la compétence est un petit peu différente vu que ça revient au canton de gérer ça. Et puis, vous voyez, les sanctions peuvent être plus élevées. Hein, donc, les fautes de discipline en dehors du service militaire, ça sera par exemple quelqu'un qui manque un tir obligatoire, qui ne va pas faire ce tir obligatoire, eh bien, il peut être sanctionné disciplinairement pour des fautes hors du service militaire. Donc, quand on est dans le cas d'une procédure disciplinaire durant le service, l'autorité qui va mener cette procédure, c'est le commandant de troupe. Hein, donc, c'est le commandant d'une compagnie militaire, par exemple, hein, d'une troupe qui va, il y a un de ces hommes qui a un mauvais comportement ou qui commet une bêtise, c'est lui qui va devoir clarifier ce qui s'est passé et puis déterminer le déroulement des faits et puis éventuellement sanctionner, hein, selon les panels de sanctions qu'on a vu avant. Il y a une autorité de deuxième instance, bien sûr. Hein, c'est un recours est possible dans les 24 heures, hein, en fonction de la quantité de la sanction. Mais vous voyez, c'est extrêmement rapide, hein, 24 heures, parce que l'idée des procédures disciplinaires au sein de la troupe, c'est que ça fonctionne rapidement, qu'on puisse rapidement régler un problème. Hein, donc, s'il y a quelqu'un qui a un mauvais comportement, qui a des problèmes au niveau de la discipline, qui n'arrive pas à respecter la discipline militaire, il faut qu'on puisse agir rapidement. Et puis après, il y a quand même toujours la possibilité de porter l'affaire. Vous l'avez vu, hein, il faut une amende, par exemple, d'une certaine importance, devant un tribunal militaire. C'est le tribunal militaire d'appel qui est compétent. L'idée ici est de permettre aussi aux gens d'avoir une autorité indépendante, une autorité judiciaire qui vient vérifier si finalement on a une décision qui a été correctement rendue. Alors, la question suivante, on va pouvoir que la survoler, hein, mais finalement, c'est de savoir quels sont les principaux droits des parties devant ces instances militaires, devant ces groupements, ces différentes institutions militaires qu'on a, que ce soit le juge d'instruction, les tribunaux ou encore dans la procédure disciplinaire. La personne qui est visée par la procédure, donc le prévenu, hein, qui on reproche une infraction, va globalement bénéficier des mêmes droits que les prévenus dans le cadre d'une procédure pénale, hein, ordinaire, comme le fait le Code de procédure pénale. On a notamment ce droit d'être entendu, qui est garanti à tous les stades de la procédure. Il y a bien sûr quelques spécificités, elles vous apparaissent à l'écran. Il y a par exemple à chaque fois une audition du prévenu par le juge d'instruction avant la clôture de l'instruction, et ce, indépendamment de la gravité de l'infraction. Donc, si on part du principe, même si c'est une procédure pénale de peu d'importance au niveau de la gravité de l'infraction, il y aura toujours une audition par le magistrat instructeur avant qu'il termine sa procédure. Il y a
au niveau de l'administration des preuves, quelques nuances aussi, parce que l'idée de la procédure militaire est aussi de pouvoir fonctionner rapidement, hein, et puis dans ce cas-là, l'administration des preuves, elle est différente que dans le CPP, où c'est que il faut être proactif finalement pour le prévenu, pour y participer. S'il veut par exemple être présent à l'audition d'un témoin, il doit en faire la demande. On vous a mis ici un tableau qui va un petit peu résumer les principaux droits du prévenu, hein, que ce soit donc ECP, c'est l'enquête en complément de preuve, on a l'enquête ordinaire, et puis devant les tribunaux, le prévenu a fondamentalement le droit de ne pas collaborer à la procédure, de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées, et ce droit fondamental aussi de pouvoir consulter le dossier, mais aussi d'être informé de ce qu'on lui reproche, hein, c'est-à-dire qu'on doit être très clair avec la personne sur l'état de fait qui lui est reproché. Hein. Si on lui reproche une infraction à la circulation routière, il faut le dire tout de suite. S'il y a une infraction à l'intégrité sexuelle, on le dit aussi immédiatement. Il y a d'autres droits ici qui vous apparaissent à l'écran. On ne va pas tous les reprendre, mais ce qu'il faut avoir en tête ici, c'est comme je l'ai dit avant, c'est que le droit de participer aux actes de procédure est un petit peu différent du code de procédure pénale, puisque cette participation se fait soit parce que le juge d'instruction l'estime nécessaire, ou bien à la demande de la personne qui est poursuivie. Donc le juge d'instruction, concrètement, dans les faits, il peut très bien dire, voilà, moi j'ai envie d'entendre le témoin X à telle date, il le fait, il le convoque, et puis il donne l'information au prévenu s'il veut venir, il vient, ou bien si son défenseur veut venir, mais il n'y a pas nécessairement d'accord sur fixer la date pour être sûr que tout le monde soit présent. Il y a bien sûr d'autres parties à la procédure hein, militaire. Il n'y a pas que le prévenu, il y a également des plaignants, hein, une partie plaignante qui peut participer à cette procédure, c'est-à-dire les personnes qui sont touchées par une infraction puis qui décident de faire valoir leurs droits. Donc, vous le voyez, dans le cadre de l'enquête en complément de preuve, la partie plaignante n'existe pas réellement. Hein, il y a le lésé, mais ce lésé peut demander l'ouverture d'une enquête ordinaire. C'est-à-dire que dans les faits, on a un lésé, une personne touchée par une infraction qui a un pouvoir assez important au niveau de la suite de la procédure, puisque s'il y a une enquête préliminaire, puis on dit, ben voilà, on estime que il n'y a pas nécessairement d'obligation d'ouvrir une enquête ordinaire, puis ça pourrait être réglé autrement. Le lésé, lui, peut dire, moi, je veux une enquête ordinaire et celle-ci devra être ordonnée. La partie plaignante a également la possibilité de faire valoir des prétentions civiles déduites de l'infraction. Attention ici, une particularité militaire également, c'est qu'il y a en principe la responsabilité causale de la Confédération. Donc les dommages sont pris en charge par la Confédération dans un premier temps et ensuite la personne ne peut donc pas faire valoir directement ses prétentions contre l'auteur de l'infraction. Par exemple, si on a un accident de circulation, le militaire renverse une personne sur un passage piéton, les dommages seront pris en charge par la Confédération et ce ne sera pas directement des prétentions contre le chauffeur qui pourront être formulées par la partie plaignante. Il y a des droits de recours également pour la partie plaignante pour contester les décisions, hein, dans le cas de l'enquête ordinaire, qui ont été rendues par l'autorité d'instruction, au procès également pour ce qui concerne ses prétentions civiles et également si ça a une incidence au niveau connexe, par exemple, si au niveau du verdict de culpabilité. Le lésé, hein, c'est une personne touchée par l'infraction, mais qui ne s'est pas encore constituée partie plaignante. Elle ne peut pas le faire dans le cas de l'enquête en complément de preuve, comme on l'a vu, mais elle peut demander l'ouverture d'une telle enquête, et là, elle pourra se constituer partie plaignante dans le cadre de l'enquête ordinaire. Hein. Donc, le lésé a peu de droits dans un premier temps, comme je l'ai dit, mais après, il peut faire évoluer sa situation. Autre particularité, vous le voyez, en procédure disciplinaire, il n'y a pas de lésé dans la mesure où la seule personne visée par la procédure disciplinaire est le militaire qui aurait fait une faute. Au niveau des victimes, les droits qui leur sont accordés sont très proches de ce qui se fait au niveau de la procédure pénale, avec, on l'a vu, quelques particularités sur le huis clos, mais ce qu'il faut, notamment pour les victimes d'infractions à l'intégrité sexuelle, mais ce qu'il faut garder en tête ici, c'est que la victime a le droit d'être informée de ses droits, elle a le droit de bénéficier d'un accompagnement particulier si nécessaire, notamment lors des auditions, et d'être entendue par des personnes du même sexe quand on a des infractions à l'intégrité sexuelle.
Question suivante, est-ce que les proches des victimes ou des pertes ont aussi des droits? Donc la réponse est oui. On a cette possibilité pour un proche de participer à la procédure pénale si finalement on peut faire valoir des prétentions civiles propres. On peut l'imaginer par exemple dans le cadre où un militaire décède pendant son service, il y a un accident d'avion. Vous avez vu les articles de presse au début comme le drame de la Candeur où des gens étaient tombés finalement dans l'eau et s'étaient noyés. Les proches peuvent maintenant participer à la procédure puis faire valoir leurs propres dommages, un tort moral par exemple. Par contre, ils ne peuvent pas agir pour faire valoir le dommage d'une autre personne dans le cadre de la procédure. Voilà, je vais relaisser la parole au professeur Godel. Alors voilà, pour conclure, puisqu'il est déjà bientôt 13h15, pour conclure, quelques chiffres concernant la justice militaire qui illustrent finalement le nombre non négligeable d'affaires traitées par les instances judiciaires militaires. Vous constaterez également que la très grande majorité des cas concernent des infractions strictement militaires, et puis qu'on a 60-70% des cas qui concernent des infractions finalement au devoir de servir. Nous vous mettons ici les sources sur lesquelles nous nous sommes basés dans le cadre des slides que nous avons élaborés. Un petit rappel, donc vous avez la possibilité, comme nous n'avons pas de temps imparti pour répondre à vos questions, vous avez la possibilité de poser vos questions par email entre aujourd'hui et demain, et puis nous publierons une sélection de réponses sur notre site Internet. Je pense que le lien vous sera envoyé par notre organisatrice. Les slides ne vous seront pas transmises en tant que tels, mais ces webinaires sont destinés à publication. Donc, les vidéos de ces webinaires la présentation, sera publiée ultérieurement. Donc, vous aurez la possibilité de revoir peut-être un petit peu plus tranquillement ces slides.